Bonjour à toutes et à tous. Alors pour celles et ceux qui me suivent maintenant depuis un petit moment, vous savez que je milite pour un football d'opinion sans langue de bois. Un football où on vous dit clairement les choses, on vous dit les choses, on ne masque pas la vérité pour des intérêts quelconques, où on s'exprime librement de manière indépendante pour ne pas vous masquer justement cette vérité qui sert à des intérêts quelconques, qui finalement ne sert pas le football, parce que ça c'est vivre dans la médiocrité, c'est s'asseoir sur un certain petit pouvoir que l'on a dans le domaine, notamment dans le football, et c'est de se maintenir sur son siège coûte que coûte en vous masquant toute la vérité. Moi, ça ne m'intéresse pas, et il y a un joueur qui représente bien tout cela et qui s'exprime librement de manière indépendante, c'est Emmanuel Petit. Alors, il se trouve qu'Emmanuel Petit a publié un livre récemment qui s'appelle Mon dictionnaire passionné de l'équipe de France, qu'il a écrit en collaboration avec Daniel Riolo, avec qui il travaille sur RMC. Et ce livre est paru aux éditions Hugo Sport. Alors Emmanuel Petit retrace 13 ans de sa carrière chez les Bleus. Il explique un peu son vécu avec l'équipe de France, mais il va également au-delà de l'équipe de France parce qu'il s'exprime également globalement sur notre société d'avant et d'aujourd'hui. Et donc Manu nous donne pas mal d'anecdotes dans ce livre où on se marre par moment, ou par moment il fait des analyses assez judicieuses. Il dresse le portrait de pas mal de joueurs avec qui il a évolué en équipe de France. Donc très clairement, ce livre, moi je l'ai trouvé très intéressant et j'ai voulu le lire avant de lui proposer de réaliser une interview avec lui pour parler de son bouquin et surtout de revenir sur pas mal de choses qu'il a vécues en équipe de France. Manu a accepté immédiatement ma proposition d'interview. Alors je suis allé à sa rencontre pour lui poser directement les questions et qu'il me réponde vraiment en toute franchise, et il s'est livré complètement à l'exercice, puisqu'il, comme toujours, avec Manu Petit, il vous répond directement, franchement, il va droit au but, et parfois il y met les formes, parfois il y met pas les formes, c'est Manu, parce qu'il est assez engagé dans ce qu'il dit, il s'exprime librement, et comme il dit lui-même, je suis moi un alerteur de conscience, je ne suis pas tenu par un système, je suis indépendant, je parle de manière libre, et c'est ce qui fait ma force. Et moi, c'est ce que j'aime chez les gens, c'est quand ils revendiquent cette indépendance, ce côté libre de s'exprimer, parce que là, il en ressort toujours quelque chose de positif et qui n'est pas là pour servir des intérêts quelconques. Alors, je vais vous laisser écouter cette interview avec Manu. Alors, il m'a dit, il faudrait qu'on fasse ça en une demi-heure, donc j'ai essayé de tenir le timing, mais finalement, Manu, il a beaucoup de choses à dire, et quand il part dans ses explications, eh bien, il veut aller jusqu'au bout. Donc, j'ai dû le retenir parfois, vous allez voir dans cette interview, mais vous allez voir, vous allez y découvrir, vous allez apprendre beaucoup de choses, et surtout, vous allez surtout les découvrir lorsque vous lirez son livre, parce que c'est vraiment très intéressant. Je fais pas sa promotion, c'est vraiment parce que j'ai trouvé ce livre très intéressant et qu'il intéresse ceux qui sont fans de football, mais ceux qui sont pas forcément fans de football, pour voir un peu, pour comprendre ce qui se passe au sein d'une sélection chez les Bleus, mais au sein d'un club, comment les joueurs se préparent, également les tensions qu'il peut y avoir, parce que c'est comme partout, et ce n'est pas qu'au football. Dès qu'on réunit plusieurs personnes, eh bien il y a des affinités, il y en a moins, etc. Donc Manu raconte tout cela et comment ils sont arrivés au succès, à gagner la Coupe du Monde 98, à gagner l'Euro 2000 avec l'équipe de France, mais également il explique bien le déclin par la suite qui s'est produit, parce que toute équipe qui connaît la gloire un jour décline. On l'a vu avec beaucoup de sélections, beaucoup d'équipes, notamment la sélection espagnole tout récemment. Et donc je vous laisse écouter cette interview, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Allez, à bientôt les sociofootball, ciao ciao, bye bye. Bonjour Manu Petit. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton nouveau livre paru aux éditions Hugo. Alors tu as publié le mois dernier Mon dictionnaire passionné de l'équipe de France avec la collaboration de Daniel Riolo, avec qui tu travailles sur RMC. Alors dans ton livre, tu exprimes tes émotions, tes doutes, le propre d'un grand champion finalement, la fierté et l'honneur de porter le maillot de l'équipe de France pendant 13 ans. Tu es l'un de ceux qui l'a porté le plus longtemps dans sa carrière footballistique, même si, comme tu l'expliques, il y a eu des moments de creux dans ton histoire avec les Bleus. Alors, tu dresses le portrait de joueurs et de coachs avec qui tu as évolué en glissant quelques tacles à certains, mais jamais par derrière, Manu.
car tu fais preuve d'une franchise et d'une forme d'insoumission au système pour regarder chaque bleu dans les yeux. Et tu mets en lumière certains joueurs qui ont contribué au succès de France 98 et de l'Euro 2000, alors qu'ils ne sont jamais mis en avant dans les médias. Tu parles d'argent, donnant des chiffres de ton premier salaire, notamment à Monaco, de contrats de sponsoring. Tu abordes également la famille, la politique, la religion. Enfin, tu abordes tous les sujets de la vie et tu donnes une vision plutôt éclairée de notre société au travers de ton vécu en équipe de France sans jamais épargner ceux qui nous dirigent. Est-ce que tu résumerais ton livre de cette façon-là ? Oui, on peut le dire. Si on prend un raccourci, je dirais tout simplement que ce dictionnaire passionné de l'équipe de France, c'est simplement mon amour incommensurable qui me lie au bleu et qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je sais ce que m'a donné le football, je sais surtout ce que m'ont donné les bleus. Ouais. Alors effectivement, ça transparaît, cet amour pour les bleus, il est à chaque page, hein, Manu. On le lit à chaque page et on le ressent. Et comme je le disais au préalable, on ressent toutes ces émotions que tu as vécues pendant 13 ans avec les bleus. Alors Manu, moi j'ai une première question à te formuler. N'as-tu pas une âme de chevalier des temps modernes ? Alors je parle pas de ta coupe de cheveux, mais de ta façon de voir la vie et de vouloir éventuellement défendre la veuve et l'orphelin, de vouloir faire que ce monde soit un peu plus juste et un peu plus comme toi tu le voudrais, comme tu le vois finalement. En fait, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'avoir cette ambition de vouloir changer le monde. On a tous quelque part, lorsqu'on grandit, des rêves justement de grandeur. On essaye de se projeter dans l'avenir et d'essayer d'un monde meilleur et d'avoir une petite contribution, mais aussi modeste soit-elle. Ça fait longtemps que j'ai arrêté d'avoir cette utopie, d'avoir cette vision du monde. Au contraire, j'essaye plutôt de pouvoir contrôler le monde dans lequel je vis moi, c'est-à-dire dans ma sphère très privée. Après, le monde sera toujours ce qu'il est et je pense que ça sera compliqué pour un seul homme, même lorsque vous êtes le plus puissant de cette planète, notamment le président des États-Unis, pour changer le monde dans lequel on vit. Donc, non, je dirais que ce côté chevaleresque, entre guillemets, je pense qu'il est dénué de propos, je pense qu'il est infondé, je pense surtout que aujourd'hui, moi je me considère plus comme un alerteur de conscience que plutôt qu'un empêcheur de tourner en rond ou alors une grande gueule qui veut foutre la merde pour foutre la merde. Non, je suis plutôt un alerteur de conscience. Je trouve qu'aujourd'hui, il faut avoir extrêmement de courage, beaucoup de courage pour s'exposer médiatiquement et prendre position contre des choses qui sont pour moi purement scandaleuses. Pas simplement dans mon métier, mais dans la vie sociétale d'une façon générale. Encore là, quand tu vois ce qui se passe avec le harcèlement sexuel, le courage que peuvent avoir certaines femmes pour dénoncer. Nous, on est là pour parler de ton livre. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a une corrélation. C'est-à-dire de génération en génération, on essaye de te soumettre, entre guillemets, à je dirais pas un système, parce que je trouve que le système dans lequel on vit, il n'est pas complètement pourri non plus. Il y a des choses qui sont merveilleuses, mais je trouve qu'il y a des choses qui perdurent depuis trop longtemps et que malheureusement, même en étant une grande majorité à vouloir que les choses changent, ça n'évolue pas beaucoup. Donc, effectivement, cette forme de soumission m'insupporte vraiment. Et j'aime cette phrase, en fait, qui dit toujours « Vaut mieux vivre à genoux en se battant que debout comme un lâche ». Donc c'est ma conception de la vie, tout simplement. Écoute, en tout cas, c'est ce qui transparaît dans ton livre. Alors, tu viens de le résumer sous une autre forme, pas forcément avec les bleus, mais effectivement, c'est un beau parallèle également par rapport à ton livre que tu as écrit. Alors, tu as écrit ce livre sous forme d'abécédaire. Alors, moi, je trouve ça plutôt judicieux parce que finalement ce livre on peut le prendre par tous les bouts. Exactement. On peut commencer par la fin, on peut commencer par le début, par le milieu, on peut le prendre vraiment par ce qui nous intéresse effectivement et après petit à petit, moi c'est comme ça que j'ai fait en fait, hein. J'ai commencé par les choses peut-être qui me paraissaient les plus croustillantes et puis finalement l'appétit est venu en mangeant et je l'ai dévoré en l'espace d'une seule journée ce livre. Alors donc tu l'as écrit, comme je l'ai dit, sous forme d'abécédaire. Donc ton livre commence par la lettre A et se finit par la lettre Z. Mais si on regarde bien, finalement, le début et la fin est la même, puisque ton livre commence par l'Algérie, avec ce match du 6 octobre 2001 où le Stade de France a été envahi par de jeunes franco-algériens. Et d'ailleurs, tu exprimes bien ce moment-là, que tu n'as pas vraiment apprécié ce match-là. Mais il se termine par Zidane. Donc quelque part également un franco-algérien.
comme tout un symbole. Kabyle, mais algérien quand même. Hein. On va pas faire de différence aujourd'hui. On a dit, je ne parlerai pas de politique aujourd'hui dans cette interview et je le dis d'ailleurs à la fin parce qu'il y a tellement de choses à dire que effectivement ton livre aborde beaucoup de choses et je n'aborderai pas l'aspect politique sauf pour parler de la présidence de la Fédération française de football. Alors moi, ce que je voulais te poser comme question, je ne sais pas si on te l'a déjà posé, mais je l'ai jamais entendu. Est-ce que tu penses que vous auriez gagné la Coupe du Monde 98? Et là, tu dois certainement voir venir la question, si Zidane avait choisi la sélection algérienne. En 98, suite à l'expulsion de Zizou, il a un véritable impact lors de la finale lorsqu'il marque ce doublé. Mais globalement, on a joué l'essentiel des matchs vraiment décisifs sans le soutien et l'apport de Zizou dans le jeu. Donc je me dis que je pense que oui, on aurait pu faire quelque chose de sympa. De là à dire qu'on aurait été champion, c'est quelque chose, je veux dire, pour moi, c'est compliqué de répondre à ce genre de questions, puisque là, on rentre dans quelque chose de surréaliste. Oui, c'est une question un peu compliquée, mais j'ai volontairement voulu la provoquer, parce que comme tu le dis, hein, on se rappelle tous, en tout cas pour les moins jeunes, qu'effectivement Zidane a eu un impact surtout en finale, même si toi tu l'as eu pratiquement tout autant que lui, puisque tu offres le premier but sur corner, et tu inscris le troisième but. Donc effectivement, c'est la question qu'on pourrait se poser. Effectivement, Zidane a eu surtout un impact après 98, et comme tu l'expliques bien dans ce livre, et je suis complètement d'accord avec ton analyse sur le sujet. Alors on ressent bien au travers de ce livre ta personnalité, mais également surtout ton professionnalisme sur le plan de la préparation d'un match. Tu expliques en prenant comme exemple Robert Pires et ses poils. Alors je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais en tout cas c'est celui qui m'a fait sourire, que tu n'aurais pas pu également partager ta chambre avec un joueur, car tu ne regardes pas la télévision jusqu'à 2h du matin, et tu ne vas pas aux toilettes à 4h du matin. Donc tu vois un peu l'image que tu nous donnes de tes coéquipiers des Bleus et des footballeurs dans sa globalité. Alors moi j'ai quand même une question avant que tu t'exprimes sur le sujet. Vraiment, Manu Pires est vraiment si pollu que ça? Robert, excuse-moi Robert, mais bon, je crois que c'est pas un secret de polichinelle. On en rigolait souvent ensemble d'ailleurs. Moi je le chambrais, mais j'étais pas le seul. Ouais, des fois ça l'agaçait, des fois il rigolait avec nous. Voilà, c'est tout. Donc il a une capillarité, je sais plus comment on appelle ça là. Capillarité. Ouais, exactement, assez impressionnante. Donc voilà, donc je suis surpris que j'en sois amené à parler des cheveux de Robert ou de ses poils. Mais bon, Robert et moi, on est amis depuis très longtemps et. Ah, on sent qu'il y a une complicité qui est née d'Arsenal, je crois. Même avant, en équipe de France également. Donc on n'a pas joué ensemble à Arsenal. Ah oui, non, parce que au moment où il arrive, moi je pars au Barça, donc mais on s'est fréquenté pendant de longues années en équipe de France. Ouais. D'accord. Et tu exprimes également que tu avais besoin de préparer tes matchs en étant seul dans ta chambre, en ne partageant pas avec quelqu'un ton intimité. Est-ce que c'était pour te concentrer, pour rester avec toi-même et te préparer avec une certaine forme de méditation, j'ai l'impression, ou c'est parce que tu n'avais pas d'affinité tout simplement avec tes coéquipiers? Ça n'a rien à voir avec l'affinité. Non, j'ai toujours eu d'affinité assez forte avec beaucoup de joueurs de l'équipe de France, encore aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Dans tous les clubs où je suis allé, d'ailleurs, ça m'a valu quelques reproches au Barça, parce que traditionnellement, je crois que les joueurs doivent partager leur chambre à deux. Moi, j'ai voilà. Tu crois? T'en es sûr? T'as joué au Barça, Manu? Oui, j'ai joué au Barça justement, mais très rapidement, je me suis heurté aux décisions du club, et j'étais même disposé à payer ma chambre pour être tranquille. D'accord. Ils ont accepté? Ils n'ont pas eu le choix. D'accord. Parce que moi je considère que chaque joueur se prépare à sa façon, que ce soit 2 jours avant un match ou la veille d'un match, que ce soit dans ces zones de repos ou d'alimentation ou à regarder la télé, à lire. Moi j'étais quelqu'un qui avait besoin d'avoir mes repères dans mon intimité pour pouvoir me préparer de la meilleure des manières. D'accord. Voilà. Et tes coéquipiers étaient égaient fonctionné de la même façon? Oui, sûr. Tout le monde, oui. En équipe de France, tous les joueurs étaient soit partagés leur chambre, il y avait des doublettes qui étaient toujours les mêmes, ou soit il y avait des joueurs qui étaient comme moi, solitaires dans leur chambre, et c'est comme ça qu'ils se préparaient de la meilleure des possibles, de la meilleure des manières. Donc
ça m'a jamais surpris de voir des joueurs qui décidaient d'être accompagnés ou d'autres qui décidaient de rester seuls. D'accord. Alors dans ton livre, tu n'oublies pas surtout tes illustres aînés, ceux qui ont construit votre parcours finalement peut-être, hein, puisque tu expliques l'importance de France 84 et 86 avec Platini, Giresse et toute la bande, hein, qui c'était au début de ta carrière professionnelle, et on ressent bien qu'ils ont contribué à te donner de l'envie et de la fierté à porter ce maillot bleu. C'était vraiment, j'ai l'impression, les débuts de la genèse de ton côté viscéral de porter ce maillot. C'était un relais. Moi, je me rappelle de mes premières émotions en regardant certains mondiaux, notamment ce fameux épisode à Séville entre l'Allemagne et la France, avec le scénario que l'on connaît. C'était probablement le plus beau match qui m'était donné de voir avec le maillot bleu. J'aurais rêvé jouer ce match-là, tant le scénario était Hitchcockien. Ouais, effectivement, tu le décris dans ton livre. Et je me rappelle très très bien l'avoir regardé en présence de ma famille. J'étais un ado, mais gamin. Je me rappelle qu'à l'issue du match, j'en voulais à l'Allemagne, je voulais refaire la Deuxième Guerre mondiale, je passais mon temps à courir autour de la maison alors qu'il était tard. J'étais presque possédé, quoi. Donc, et quelle ne fut pas justement ma réaction et la chance que j'ai eue, l'honneur que j'ai eu de pouvoir commencer à Monaco avec les Jean-Luc Ettori, les Battiston, les Amoros, les Gengini, les Bellone, tous ces garçons qui étaient présents. Une des plus belles écoles. Exactement, mais c'était encore l'ancienne génération, on n'était pas encore dans le football business, où il y avait une approche assez familiale, paternaliste également. Il y avait une responsabilisation des anciens envers les jeunes écoutaient les anciens, chose de moins en moins présente aujourd'hui dans le monde du football. Les anciens avaient aussi une responsabilité sur leurs épaules parce qu'ils se sentaient investis d'une mission aussi, d'un devoir d'exemplarité envers les jeunes. Et il y avait des rapports qui étaient tout naturellement cordiaux et respectueux. Et moi, je souhaite à n'importe qui, je l'ai dit dans le livre, de connaître mes débuts à Monaco entouré de ces joueurs-là, quoi. Exactement. Alors j'ai une question, alors t'as pas mal développé, mais du coup j'ai une question. Est-ce que Platini et sa bande vous ont quelque part guidé vers le succès en 98 et en 2000 ? Est-ce qu'ils sont pas justement un peu les précurseurs où vous avez pris le relais finalement de cette équipe avec certes un autre style de jeu, mais avec une certaine façon d'être décomplexé avec tout ce qu'ont fait ces joueurs-là au préalable. C'est d'ailleurs la réussite qui nous est tombée dessus pendant le Mondial 98. Lorsque l'on accède en demi-finale, on se rend compte qu'on est au même niveau que nos aînés et qu'on a la possibilité d'écrire une page blanche de l'histoire du football mondial et de l'histoire du foot français. Donc quelque part, on a la possibilité de devancer nos aînés. Chaque génération a sa propre identité, a sa propre façon de jouer, sa propre identité à la fois dans le jeu mais dans ce qu'elle peut dégager. Et moi, j'ai toujours dit que cette génération-là aurait dû être champion du monde avant nous, tant elle le méritait dans le jeu, dans l'aisance technique qu'elle dégageait, mais aussi dans le jeu à la française, entre guillemets, qu'elle pratiquait. Donc, ça nous a inspirés. Et d'ailleurs, quand tu vas à Clairefontaine, aujourd'hui, tu t'aperçois que dans tous les couloirs, c'est parsemé de posters et de photos qui illustre les générations après les générations. Donc moi je trouve que c'est un devoir de mémoire qui est nécessaire lorsqu'on en intègre une sélection. Alors on va y venir dans ce devoir de mémoire un peu plus loin, on va en parler justement, tu me précèdes un petit peu et je veux pas que tu développes le sujet puisque je vais te poser une question sur le sujet, pardon. Alors pourquoi justement les jeunes footballeurs, notamment la génération Nasri, Menez, Ben Arfa et toute cette génération qui est arrivée après vous, ne s'est pas vraiment identifiée également à vous qui avez tout gagné, qui êtes vraiment un exemple pour ces jeunes joueurs, ou alors cette génération ne l'a pas vraiment en tout cas exprimé, on ne l'a pas entendu de leur part? Parce qu'il y a un climat anxiogène qui ne fait que grandir à la fois en France mais dans toute l'Europe, pas simplement dans l'Europe mais dans le monde entier. Il y a une radicalisation de plus en plus difficile à comprendre, en tout cas pour moi. C'est un peu le paradoxe dans la société moderne que l'on vit aujourd'hui, puisque il y a une démultiplication des moyens de communication aujourd'hui qui fait qu'on peut avoir une information en 2 clics sur Internet, et malheureusement les gens se radicalisent de plus en plus parce qu'il y a une mutation aujourd'hui qui s'opère et qui est extrêmement rapide et qui peut-être, on prend ça en pleine figure, on n'a pas le temps de la digérer, de l'analyser. Dans le football, ça n'y échappe pas. Moi, quand on me dit que l'équipe de France 98 est le symbole de la France black, blanc, beurre,
et que quelques années après, lors du naufrage de Nice Now, on me dit que c'est l'immigration qui est le principal cause de l'échec de l'équipe de France, je trouve qu'on prend des raccourcis à la fois en 98 et également en 2010 à Nice Now, que je ne prendrai jamais. Moi, je dis simplement, c'est que pour ceux qui prennent la peine de se pencher sur l'histoire du foot français, vous verrez que depuis l'ère Copa, Juste Fontaine et compagnie, en passant par les Platoche, tout ce que tu voulais à Moros, et notre génération, même la génération aujourd'hui, l'immigration française, aujourd'hui, qui sont implantées en France depuis des générations, a été pour moi l'élément qui nous a permis de gagner. Ils sont vraiment pollués par les éléments extérieurs et qu'ils n'arrivent pas à gérer, à canaliser. C'est le problème. Donc là, tu citais des joueurs, Ménès, Ben Arfa, Nasri. Le point commun de ces joueurs-là, je ne sais pas s'ils sont tous de confession musulmane, mais on va parler franchement des choses. Moi, a fortiori, à contrario plutôt, quand j'entends un garçon comme Griezmann qui dit qu'il se sent plus espagnol que français à un moment donné, ça n'a jamais fait une ligne dans la presse. Imagine-toi si un garçon comme Ben Arfa a sorti une phrase comme ça, comment l'intégralité de la presse lui serait tombée dessus. Donc il y a à la fois une victimisation, une radicalisation des deux côtés, que je ne supporte plus. Et j'ai l'impression qu'on s'entre-en-déchire alors qu'en fait on est tous français, quoi. D'accord, mais effectivement tu l'abordes tous ces sujets-là dans ton livre, puisque tu l'as vécu, cette époque-là. Donc on laissera les lecteurs découvrir tout ce que tu racontes, parce que ça va au-delà du football. Avec Manu Petit, vous allez voir. Alors tu abordes également les zones d'ombre et expliques que le ciel n'a pas toujours été bleu en équipe de France. Et notamment, je vais revenir sur le passage où tu écris que Cantona avait du mépris pour Didier Deschamps. Je pense que tout le monde l'avait remarqué avec ses dernières déclarations avant l'Euro. Parce que Didier Deschamps, pour Cantona, n'est pas un artiste, mais plutôt un joueur besogneux, un joueur de devoir, et que finalement, pour lui, il n'apportait rien au football par rapport à un Cantona. Et puis, il y avait également des différends entre eux à l'OM lorsqu'ils jouaient ensemble, d'après ce que tu racontes dans ton livre. Mais moi, j'ai une question quand même, parce que Cantona, là-dedans, est-ce que tu penses que notre ami Cantona avait le même mépris pour Roy Keane, qui était un joueur besogneux, qui était un joueur de devoir, et quand il fallait mettre des coups, il était là, et que c'était pas vraiment un artiste avec lequel il jouait à Manchester United, même si effectivement à l'époque Roy Keane commençait à apparaître dans le football lorsque Cantona était déjà au summum de sa carrière. Alors pourquoi il ne voyait pas Roy Keane de la même façon que la Dèche ? Si je peux dire la Dèche. Oui, la Dèche. Je sais pas s'il avait un côté dans ses déclarations, ses prises de position. Et je me rappelle très bien de cette phrase qui faisait référence à son statut de joueur sur le terrain et sa fonction également. Je sais pas si c'est essentiellement sur ce sujet-là où il n'arrive pas à s'entendre avec Didier Deschamps. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, se dénigrer sa fonction sur le terrain, parce qu'il il l'a surnommé le porteur d'eau. Oui, c'est ça. Je crois que justement, sans eau, plus personne ne peut exister. Et que sans porteur d'eau, même dans une équipe, on ne va pas très loin. Exactement. Pour répondre à ta question, je pense que s'il avait eu la même déclaration, la même position envers Roy Keane, je pense que Roy Keane n'aurait pas porté l'affaire devant la justice et qu'il serait allé voir directement Eric Cantona aussi. Connaissant les deux personnages, je pense qu'il y aurait eu des étincelles. Oui. Alors c'est exactement la réponse que j'attendais, Manu, mais je voulais qu'elle vienne de quelqu'un qui a connu ces joueurs-là, parce que tu as évolué en Angleterre, donc tu les connais beaucoup mieux que moi certainement, mais c'est un peu la réponse que j'attendais de ta part, et on n'a pas discuté avant de te la poser, bien évidemment. Alors tu expliques que Didier Deschamps voit le football comme Aimé Jacquet, plutôt basé sur une forte assise défensive ou avec un milieu de terrain travailleur. D'ailleurs, on le voit, c'est ce qui se passe avec Didier Deschamps depuis qu'il est sélectionneur avec l'équipe de France. Moi, je suis plutôt rassuré avec ce que tu dis, puisque finalement, on va être champion du monde. Eh oui, Manu, on va être champion du monde en 2018 en Russie alors. En même temps, ce que je dis, ça n'a rien de négatif ou de péjoratif. D'accord. Je pense que Didier lui-même le reconnaît, c'est qu'avec le potentiel qu'il a à l'heure actuelle, le nombre d'options, notamment sur le plan offensif, dans l'animation également, il a la possibilité d'avoir aujourd'hui 2 équipes de France qui se valent quasiment. Donc c'est une richesse que ses prédécesseurs n'ont jamais eue. Donc je pense que il est irrité par la façon dont on peut traduire le jeu auquel les Bleus à l'heure actuelle. Je pense qu'il est irrité dans le sens où
Surtout lorsqu'on dit de lui que c'est quelqu'un de pragmatique, qui va plus vers le résultat plutôt que sur le chemin. Il n'y a pas que lui qui le dit, tout le monde le dit dans les médias. Je peux comprendre son irritation dans la mesure où je pense qu'il est comme n'importe quel entraîneur. Il est focalisé effectivement sur les résultats, mais que si il pouvait également apporter du contenu et de voir les joueurs s'épanouir à chaque fois qu'ils arborent le maillot de l'équipe de France, je crois qu'il en serait le premier ravi. Donc il connaît la difficulté en tant que sélectionneur. On est loin des fonctions d'un entraîneur de club qui peut façonner à son image, avec ses principes de jeu, au quotidien, son équipe. Là, tu as entre 6 et 10 fois, dans le meilleur des cas, des joueurs qui sont souvent là pendant 4-5 jours, en sachant qu'ils sont souvent dans les phases de récupération et que tu ne peux pas vraiment t'entraîner avec eux. Compliqué de donner une identité de jeu à une équipe de France. C'est sa fonction pourtant, et c'est sa responsabilité. Donc je sais qu'il est irrité, même par nous les anciens 98 qui travaillent dans la presse et qui des fois les gratinons justement sur sa perception ou sur ses compositions des fois. Mais pour l'instant, ça lui donne raison, puisque quart de finale au mondial brésilien, finaliste l'année dernière à l'Euro. Aujourd'hui, c'est rare pour le souligner, l'équipe de France s'est qualifiée, certes pas en étant resplendissant et étant spectaculaire dans le jeu, 4 points d'avance dans un groupe qui était largement à sa portée. Mais c'est pour ça, moi je dis toujours, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de l'année prochaine lors du mondial russe. Alors justement, pour parler de vérité, alors tu as déjà abordé, tu as proposé un système de schéma de jeu pour l'équipe de France au travers de ton émission Le Petit Football Show. Tu as revu ta copie. Si. Non, le 3-4-3. Et le 3-5-2. Tu as revu ta copie du 3-5-2 parce que tu en parles dans ton bouquin et tu l'as évoqué dans le Petit Football Show. En fait, j'avais revu ma copie parce que je parlais de Pogba dans le livre. D'accord. Dans l'utilisation de Pogba où tout le monde va en faire un milieu défensif qui pour moi n'est pas un milieu défensif, c'est plus un 8. Et donc, suite à la grave blessure de Mendy, ça faisait longtemps qu'on attendait des latéraux après les départs de Sagna et de Patrick Sévra. Aujourd'hui, on a la capacité d'avoir des latéraux qui tiennent la route. Et Mendy s'est gravement blessé avec Manchester City, donc ça remet en cause sa participation. Il a une course contre la montre. Il y a des chances qu'il ne la joue pas la Coupe du Monde. Même s'il revenait au mois de mars-avril, on va arriver quasiment un mois et demi avant la fin des compétitions. Le temps de jeu, il va être quand même relativement réduit. Tu connais un joueur qui est revenu en moins d'un an quand il s'est fait les ligaments croisés? Il n'y est pas arrivé, voilà. Donc c'est très compliqué. Maintenant, on ne sait jamais. Il y a des joueurs qui ont une faculté de récupération plus importante que d'autres. On ne sait jamais. C'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Mais c'est vrai que c'est pas évident. On considère que le temps de récupération équivaut au temps d'arrêt, donc et à revenir à un bon niveau. Donc pourquoi j'ai changé, notamment dans Petit Football Show, c'est parce que étant donné qu'on a pu Mendy, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser aussi s'appuyer sur des points forts de l'équipe de France. Et aujourd'hui, on a notamment 4 défenseurs centraux qui tiennent vraiment bien la route. Oui, aujourd'hui, on a une pénurie de latéraux, c'est-à-dire que là, on a Mendy, on va avoir Kurzawa, voire Digne, même d'autres joueurs au poste de latéral gauche. Il n'y a pas une hiérarchie qui se dégage vraiment. Du côté droit, c'est pareil. On a Jalé, on a Sidibé, mais on n'a pas le sentiment qu'il y ait une hiérarchie qui se dégage. Et ce sont des points forts sur lesquels un peu Sidibé, non, sur la droite. Oui, mais en même temps, moi, je me dis, pourquoi ne pas oser quelque chose, surtout que la tactique dans le foot évolue en permanence. Il n'y a pas de système qui détient la vérité. Exactement. On est passé d'un 4-2-3-1, aujourd'hui les défenses à 3 c'est devenu à la mode, maintenant on a un retour de défense à 5, donc il y a des effets de mode comme ça. Mais moi je me tiens simplement à la qualité intrinsèque de l'équipe de France, les options que peut avoir le sélectionneur dans sa composition tactique, et je me dis que si on veut évoluer avec au moins un quatuor offensif, il faut leur donner une bonne base défensive. Parce que j'ai pas envie de voir des mecs qui font des allers-retours en permanence, parce qu'aujourd'hui on demande aux attaquants d'être les premiers défenseurs, on demande aux latéraux d'être les premiers attaquants. Donc, alors qu'est-ce que tu proposes alors? Parce que tu reviens sur ton 3-5-2 ou tu restes sur ton 3-5-2? Je reste sur mon 3-5-2. D'accord. Et je reste avec 3 défenseurs centraux. D'accord. Qui sont performants dans leur club. Alors moi je trouvais ce positionnement-là et ce schéma de jeu très intéressant. Je crois que tu repositionnes Matuidi latéral gauche, que je trouve très intelligent. Il y a beaucoup de pays. Latéral gauche au milieu de terrain. C'est ça, milieu, oui. C'est ça. Plutôt. Tu as les 3 défenseurs centraux et moi Matuidi qui a quand même une aisance aérobique pour pouvoir accumuler les efforts. C'est un garçon qui sait à la fois
allier sa fonction défensive de récupération, de ratisseur milieu de terrain, mais également un garçon qui est capable de se projeter sur son côté. Il a même évolué ailier gauche à un moment donné avec Emery, donc il connaît parfaitement tactiquement les difficultés à s'adapter dans les zones de jeu. Et pour moi, ça serait quelqu'un qui serait capable de faire le piston sur le côté, exactement, capable de remplir un rôle défensif, mais également, pourquoi pas, de temps en temps, de se projeter. Alors moi, ça me va tout à fait, parce que c'est exactement, et là, je te rejoins complètement, je peux être que d'accord, et j'ai découvert ça après coup, parce que c'est exactement ce que je proposais avant le match contre la Bulgarie, où ce 3-5-2 me plaisait beaucoup en reconvertissant Matuidi sur la gauche, parce que comme tu le dis, il a cette faculté à monter, à descendre, à faire du pressing au milieu de terrain, et ça aurait eu de la gueule, là. Pour le coup, ça aurait été une équipe de France plutôt offensive, plutôt avec une pression assez haute sur le terrain, et c'était plutôt, voilà. Trois défenseurs centraux, en associant également Matuidi, tu te dis qu'à un moment donné, tu as quand même une bonne base défensive, en sachant que de l'autre côté aussi, tu as des joueurs capables de faire le piston. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu un but contre les Pays-Bas où Sidibé récupère le ballon au milieu de terrain. Derrière, Griezmann relaye avec Giroud et ça a fait but immédiatement. Exactement. Donc on a vu vraiment. Alors, moi, je me pose la question, ce n'est pas le football d'Aimé Jacquet, cela, que tu as connu en 98. Mais on n'avait pas les mêmes options en 98. Alors, je suis d'accord, mais ça te vient d'où? Parce que tu es un peu précurseur en proposant ce schéma. C'est pas un schéma qu'on retrouve en France et dans nos écoles de football. Non. On retrouve ça au Barça, peut-être plutôt également à Arsenal. Là, je m'en souviens plus trop comment vous évoluez à l'époque. Mais il me semble que vous étiez à plutôt 4 défenseurs. Mais Barça joue souvent avec 3 défenseurs et Chelsea avec Conte, exactement. Mais ça te vient d'où? Tu l'as réfléchi, ça te vient d'où Non, en fait, je regarde simplement la qualité des joueurs, le potentiel des joueurs, le profil des joueurs dans l'équipe de France aujourd'hui. Et en sachant qu'il y a 10 titulaires qui se sont blessés, on en parlait de Mendy, mais Pogba, moi, il m'a fait peur aussi parce que je pense que c'est un titulaire aussi en puissance de l'équipe de France. Et je trouve que dans les schémas tactiques que l'on propose aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont du mal à s'épanouir parce qu'ils sont cantonnés à des rôles, des restrictions également dans leur rôle. Donc c'est pour ça que moi je me dis pourquoi ne pas s'attacher et s'appuyer sur les qualités que montrent certains joueurs, notamment les défenses centrales qui pour moi, si je dois dessiner un organisme tactique, je commence par la défense et c'est un peu l'arbre d'un arbre. Exactement, et on a les défenseurs pour, comme tu le disais. Alors, j'ai particulièrement apprécié ta prise de recul sur l'échec en Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud, où vous étiez favori. Et là, tu racontes que tu pressentais que ça allait arriver, que vous alliez vous prendre le mur. Tu donnes les raisons et elles sont vraiment bien expliquées. Et je vais pas les aborder là parce que je vais laisser plutôt les lecteurs les découvrir parce que c'est assez dense et c'est plutôt bien expliqué. Et je vous invite tous à découvrir tes explications. Mais à ce moment-là, tu avais compris, tu savais qu'à ce moment-là, que cette génération avait écrit sa dernière page de son histoire en bleu. C'était inéluctable. La fin était écrite. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec l'équipe nationale d'Espagne. Exactement. Tu ne peux pas dominer le monde. Les Espagnols ont même franchi une étape supérieure puisqu'ils sont double champions d'Europe et champions du monde. Nous, on a été que champions d'Europe et champions du monde, entre guillemets. Mais pendant 5 ans, on a dominé la planète du foot. On battait tout le monde et on était irrésistibles. Mais on n'avait pas les options. Aimé Jacquet n'avait pas les options qu'a Didier ou ses prédécesseurs également à l'heure actuelle. Nous, imaginons qu'on avait 3 joueurs titulaires blessés, tout de suite. On l'a vu d'ailleurs en 2002 quand on perd à la fois Zizou et Robert, qui sont 50% de notre milieu, mais également quasiment 80% dépositaires du jeu. Quelque part, c'est logique qu'on aille dans un mur, mais dans la préparation également, si on était un groupe qui était vieillissant, un groupe qui était rassasié de titres, à la fois en équipe nationale, mais également dans leurs clubs respectifs. Donc moi, j'aime penser qu'un individu ne peut avancer qu'à partir du moment où le matin, quand il se réveille, il a faim. S'il a plus faim, c'est le début. C'est le début de la fin. Alors,
après cette Coupe du Monde, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Marcel Desailly décident d'arrêter. Toi, tu décides malgré tout de continuer parce qu'on sent que tu vas aller jusqu'au bout de cette histoire et tu veux quasiment qu'on te chasse en fait. Voilà, tu veux quasiment qu'on te chasse parce que tu aimes trop les Bleus. Tu aimes trop ces... Alors justement, je vais unir et en plus pas des moindres, hein, puisque tu racontes ton dernier match en bleu sous l'ère Jacques Santini, que tu n'as pas l'air de porter très haut dans ton... Mais je retiens par rigueur. D'accord, ok. Et donc c'était un 20 novembre 2002 contre la Yougoslavie. Ouais. Donc, mais finalement, quand on regarde, aucun d'entre vous n'a vraiment une sortie glorieuse en équipe de France. Zidane, après son coup de tête en 2006 en finale, il s'est rien passé, pas de sortie pour Zidane. Toi, après ce match contre la Yougoslavie, où tu racontes que tu savais que c'était la fin, mais personne n'osait te le dire droit dans les yeux, voire te le dire tout court. En fait, on attendait que la décision elle provienne de moi, en fait. Et quand tu es un compétiteur et que tu es un joueur de foot, on n'attend pas que ce soit toi qui prenne la décision. Tu veux aller au bout, même au-delà de tes convictions. Tu veux même faire l'année de trop. C'est souvent d'ailleurs le risque majeur qui pèse sur nous en permanence, c'est d'occulter une carrière riche et exemplaire sur le terrain en termes de titres et de comportement, puis d'un seul coup faire l'année de trop qui vient effacer et gommer justement dans l'imaginaire des gens tout ce que tu as pu faire auparavant. On s'en rappelle pas trop finalement de cette fin de période te concernant. D'ailleurs, j'ai été surpris que tu aies arrêté en fait quelques mois après la Coupe du Monde. Je pensais que ça s'est produit un peu plus longtemps. Là, je l'ai également découvert dans ton livre. Mais quand on voit quand même, Manu, quand on voit en Allemagne la fête qui a été organisée pour Podolski. Podolski, on peut pas dire que c'était un grand joueur, il a ciré le banc de la Mannschaft. Ouais, d'accord, mais bon, il a participé aux meilleures années également de la Mannschaft. Oui, mais il était plutôt sur le banc, il était pas trop sur le terrain. C'était pas Zidane, c'était pas Robert Pires, c'était pas Djorkaeff, c'était pas tous ces joueurs-là. Alors, pourquoi en France, Manu, ça m'énerve et je le vois également en club, c'est pas qu'en équipe de France. On le voit en club, on l'a vu Carasso avec Bordeaux. Pourquoi pas que dans le foot. On ne sait pas organiser une belle sortie à nos champions qu'on voit en Angleterre, qu'on voit en Allemagne, qu'on voit en Italie, etc. Écoute, c'est pas symptomatique au foot, hein, c'est dans tous les milieux comme ça. Hein. Ceux qui ont été des références ou des sommités dans leur domaine, lorsqu'ils décident justement de passer la main, rares sont les éloges peuvent fleurir, mais les célébrations, elles sont quasiment inexistantes. Dans le football, c'est comme ça. Et je vais te prendre un exemple. Tu connais le protocole qui peut exister en Angleterre lors des finales de coupe, notamment la FA Cup, qui sont à Wembley. Et à chaque fois, tu as un dispositif, un protocole qui est impressionnant, où tu as la garde républicaine, l'armée, les SAS, enfin bref, tu as tous les gens qui représentent là et qui se donnent corps et âme pour protéger le peuple britannique, à la fois sur le territoire britannique, mais à l'extérieur également. Donc ils sont là pour être les garants de la sécurité britannique, qui sont toujours mis à l'honneur et applaudis par 80 000 personnes. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on n'arrive pas à faire ça en France. Ça fait des années que je le demandais, moi, à France Télévisions, parce qu'ils étaient détenteurs des droits, mais également à la FFF, j'ai essayé de sonder quelques personnes. C'était presque une fin de non-recevoir et qu'il fallait aller voir ailleurs, même presque toquer au ministère des Sports pour savoir pourquoi il n'y a pas de protocole à ce niveau-là, pour changer également les mentalités, la perception que peut avoir aussi une certaine... Les jeunes, les rapports qu'on peut avoir au quotidien avec la police tous les jours, ou même les gens qui sont garants de la sécurité en France. Pour moi aussi, c'est une façon aussi de redorer le blason à l'autorité publique. Ça n'existe pas en France. Pour moi, c'est très symbolique. Là, tu parles d'un éloge qui peut intervenir après le départ à la retraite d'un joueur ou même d'un dirigeant. C'est très très rare. Est-ce que c'est du fait de la jalousie, du dire circuler n'a plus rien à voir, maintenant place aux autres, ça fait longtemps que tu nous enquiquines, maintenant c'est bon. Peut-être que les nouveaux veulent faire mieux que les anciens. Moi j'aime bien, je suis naïf peut-être, hein, mais j'aime bien honorer les aînés. Pour moi c'est aussi une transmission nécessaire, obligatoire, pour pouvoir avoir un respect intergénérationnel. Exactement. Puis aussi s'inspirer de ce qu'ont pu faire nos aînés. Sincèrement, je le déplore chaque année qu'en France,
il ne se passe rien à ce niveau-là, mais pas simplement dans le football, dans beaucoup de fonctions, et je trouve que ça gangrène, c'est un cancer qui nous fatigue, qui nous ronge à l'intérieur, et on en oublie presque tous que quelque part, on a besoin de ce devoir d'exemplarité. Ouais. Alors parlons justement de celui qui peut éventuellement changer les choses, en tout cas, qui en a la possibilité. Alors tu évoques dans ton livre le mode de fonctionnement de la Fédération française de football et de son président Noël Le Graët. Alors c'est pas un secret de polichinelle pour personne, hein. Je crois que tu t'en caches pas depuis que depuis que tu es sorti de l'équipe de France. Ouais. Hein. Donc tu dis qu'il a une gestion de parrain breton, et au travers de ton livre, tu évoques souvent, quand on lit dans ton livre, au travers des pages qu'on feuillette, qu'on lit, on retrouve souvent deux mots, la franchise, l'honnêteté, enfin trois mots, la franchise, l'honnêteté et la méritocratie. Exactement. Ça, c'est des choses qu'on retrouve et qui transparaissent quasiment dans toutes les pages de ton livre. Alors, si tu étais président, voilà, de la Fédération française, président révolutionnaire, non pas de la République, mais de la, tu verras ça après, mais de la Fédération française de football. Ouais. Alors, tu viens déjà d'évoquer certains sujets. Quelles seraient les deux premières mesures que tu prendrais ? La première qui, pour moi, me semble prioritaire, avant même de penser à tout ce qui est référent au jeu, puisque la fédération gère à la fois le foot amateur, mais également les équipes nationales, masculines et féminines. La première chose, c'est que je changerai les statuts de la FFF. J'essaierai de changer les statuts de la FFF. Dans ce qui est du mode de scrutin et de l'éligibilité pour se présenter à la Fédération française de football, parce que c'est purement antidémocratique dans un pays qui passe son temps à faire la morale à travers le monde et à essayer d'imposer son modèle démocratique à tout le monde. Ça serait bien aussi qu'elle puisse se l'imposer à elle-même de temps en temps, et notamment sur la fédération qui comporte le plus de licenciés. Qui décide de ce mode de scrutin ? Qui peut avoir la main dessus ? C'est très simple. Aujourd'hui, le mode d'élection de la 3F, il est réparti à la fois majoritairement sur le mode... Ce sont les amateurs, mais pas les licenciés. Hein. Les amateurs qui sont représentés à travers les districts et les ligues. Donc il y avait encore 22 ou 23 ligues départementales et je crois 101 districts, je sais plus au total. Enfin bref, c'est les districts, les ligues au niveau amateur, plus les présidents des clubs professionnels qui élisent. Donc les présidents des clubs professionnels, je crois que c'est un peu plus de 33%. Et on est à peu plus de 66% pour le monde amateur. Donc ce sont un petit consortium, on est dans l'entre-soi finalement. Donc, c'est-à-dire, c'est pour simplifier, pour que les gens comprennent vraiment, c'est que lors de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est comme si on demandait aux X millions d'électeurs français d'aller faire un pique-nique au bord de la Seine pendant que l'élection se décidait à l'Assemblée nationale avec entre maires, députés, tout ce que tu veux, et qu'un petit comité de quelques centaines de personnes élisait un président qui représenterait 70 millions de Français. C'est ce qui se passe à la Fédération française de football. Finalement, si je comprends bien, pour être président de la 3F, de la Fédération française de football, il faut prendre les commandes directement de l'intérieur. C'est de la baronnerie, c'est de l'entrecuissage. Je pèse mes mots, d'ailleurs, sincèrement, et je ne me cache pas, je m'en suis jamais caché. Ce sont des procédés qui datent du Moyen-Âge. À l'heure actuelle, où on voit qu'il y a des montées de l'extrémisme partout, qu'une majorité de gens qui se tournent leur dos à la politique parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être écoutés en permanence, on est vraiment dans le cœur du sujet aujourd'hui, c'est-à-dire que des licenciés qui sont en souffrance, parce qu'il faut voir le foot amateur comme il est en souffrance, avec des directives de plus en plus strictes, des règlements de plus en plus arbitraires, qui sont souvent, qui se soldent souvent par des décisions administratives lourdes de conséquences, voire financières, alors que... les subventions des collectivités baissent. Il faut quand même savoir une chose, c'est que pour avoir des Mbappé, pour avoir des Thierry Henry, pour avoir des Zidane, il faut donner les moyens au monde amateur de planter les premières graines. On est tous issus du monde amateur. Quand je vois aujourd'hui... Alors, les contradicteurs vont me dire que la FFF donne déjà beaucoup d'argent sur son budget annuel, oui, mais il s'arrête au niveau des ligues et des districts. Les licenciés, tous les clubs amateurs, les 18 000 clubs amateurs et les plus de 2 millions de licenciés n'en voient quasiment jamais la couleur. Donc on est dans une baronnerie où c'est d'ailleurs... c'est les copains, si je comprends bien. Oui, ça me choque, moi, vraiment. En plus, je te parle même pas de l'âge, parce que j'ai vraiment l'impression que les gens s'accrochent à leur siège parce que c'est presque un devoir existentiel. Je trouve que c'est
c'est ce que j'expliquais ce matin dans les GG. Moi, je considère que les gens qui sont trop focalisés sur le pouvoir, pour moi, travestit les gens, les pervertit au maximum. Donc, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de pincettes. Je n'ai aucune prétention au pouvoir. Je ne suis pas attiré par le pouvoir. Je me fous du pouvoir. C'est d'ailleurs ma force et mon indépendance, c'est que je ne dépends de personne et personne ne peut avoir une emprise sur moi parce que j'arrive à être indépendant. Et ça, on ne le supporte pas dans la société dans laquelle on vit. Il faut vraiment être dépendant d'un système pour pouvoir être soumis en permanence. Moi, je ne le suis pas. C'est ce qui fait ta force, mais on a aussi besoin de personnes un peu comme toi, justement, au pouvoir. Parce que si on veut changer les choses... Là, c'est toi qui es utopique, là. Bon, on va rester sur l'utopie et on va finir par la famille. Alors, la famille, pour toi, elle occupe une place importante dans ta construction d'homme et de footballeur. Tu as connu la gloire, les succès, l'argent, tu racontes tout ça dans ton livre. Les échecs, mais finalement, les échecs, ils ont été là vite gommés par les succès, au final. Les nombreuses sollicitations que tu as eues avec les sponsors, etc., et tu en parles, des médias, mais tu n'as jamais, j'ai l'impression, changé d'un iota. En tout cas, c'est ce qui transparaît dans ton livre. Est-ce que tu me le confirmes? Et est-ce que c'est ta famille, justement, qui t'a permis de garder les pieds sur terre? Et penses-tu qu'un mauvais entourage peut briser une carrière? Bien sûr. Un mauvais entourage peut briser une carrière. Des mauvais choix également peuvent briser une carrière. On a tous le droit de faire des erreurs dans la vie, mais on a surtout le droit d'apprendre de ses propres erreurs. J'en ai fait, j'ai connu des gros échecs professionnels et familiaux, et j'en ai tiré les conséquences. J'ai pas toujours été irréprochable. J'ai moi aussi une part de responsabilité dans certains échecs familiaux et professionnels, mais j'ai appris de tout ça. Donc j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Encore une fois, c'est compliqué de nos jours de se lever le matin en pouvant allier à la fois la responsabilité familiale et professionnelle, en étant une personne irréprochable, d'être un bon citoyen, un bon père de famille. Ce sont des choses qui sont de plus en plus difficiles C'est des valeurs normandes ou universelles? Non, universelles, mais c'est de plus en plus difficile pour le commun des mortels, moi y compris. Il y a des matins, je me réveille, des fois j'ai pas envie, ou je suis révolté par ce qui se passe autour de moi. Mais pourtant, il faut accepter tout ça, il faut l'avaler et l'analyser, l'ingurgiter le plus rapidement possible. Et il faut que the show must go on, quoi, tu vois. Il faut toujours faire les choses en permanence. Donc, je n'ai pas de conseils à donner aux gens. Moi, j'essaye, c'est ce qu'on va reprendre le début de l'interview. J'ai pas la prétention de changer le monde. En tout cas, j'ai surtout pas envie qu'on vienne changer le monde dans lequel je vis, moi. Mais quelque part, en disant ce que tu penses, quelque part, tu as quand même un peu l'espoir que le monde évolue sans se dire qu'il va changer littéralement, parce que il peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais est-ce que t'as pas espoir quelque part qu'au travers de certains coups de gueule, de certains cris? Non. J'ai pas. T'as pas cet espoir? Non, j'ai pas cet espoir. Non. J'ai pas cet espoir. Et je vais même te dire, j'espère me tromper, mais je suis assez pessimiste pour l'avenir, à la fois dans le football, mais également dans la société d'une façon générale. Le radicalisme des gens aujourd'hui, la montée des extrémismes me fait flipper. Le désamour des gens envers la politique, parce que c'est pas propre simplement à la France, c'est un constat universel. Les gens, il y a une abstention majoritaire maintenant dans quasiment tous les pays lors des élections. Et malgré tout, ça n'empêche pas que des gens soient élus sur une base minoritaire en permanence. Donc, jusqu'à quand tout cela va perdurer? Moi, j'ai peur pour l'avenir, ouais. Alors voilà, vous avez eu le fond de la pensée de Manu Petit, qui va au-delà, comme vous l'avez vu, du maillot des Bleus et de l'équipe de France. Il a une vue vraiment globale sur la société, même s'il a tendance à perdre parfois un peu de courage. Non, non. Le fait que j'ai une vision relativement pessimiste ne veut pas dire que j'ai raison, et ne veut pas dire surtout qu'il faut arrêter de se battre. D'accord, ça me rassure alors maintenant. Non, crois-moi. Parce que t'as plutôt montré que t'étais combatif et que t'étais quelqu'un qui lâchait rien sous le maillot des Bleus et avec les équipes. Non, moi
à moins qu'on me retrouve électrocuté avec d'une pile 1,5 V sous ma douche. Non, les cheveux, c'est pas illégal, c'est le truc pas avec les cheveux quand même. Écrasé par un poids lourd qui prend un sens interdit. Ça peut arriver, hein, c'est arrivé aussi par le passé dans notre société. Mais je dirais que non, moi je continuerai à me battre et être un alerteur de conscience. Après, il y aura toujours des gens tapis dans l'ombre ou dans des miradors qui seront là pour me dézinguer en permanence. Alors j'aurais bien continué cette interview. Contrairement à beaucoup de gens, j'avance toujours à visage découvert et je n'ai pas de pseudo sur les réseaux sociaux pour déchaîner ma haine de l'autre. Moi j'avance à visage découvert et surtout j'assume ce que je dis. Voilà, donc Manu termine comme on l'a commencé, c'est un chevalier mais non masqué. Alors dans cette interview, malheureusement on n'a pas le temps parce qu'on aurait pu parler de beaucoup de choses, on va pas parler d'argent, tu en parles dans ton livre, on va pas parler même si on a parlé un peu de politique, mais tu en parles beaucoup plus en profondeur dans ton livre. On va pas parler de religion, même si tu l'as un petit peu évoqué dans cette interview. Je laisse le soin au lecteur de découvrir tous ces aspects et surtout les nombreuses anecdotes de Manu Petit en équipe de France en se procurant son livre en librairie. Alors je rappelle le titre, Mon dictionnaire passionné de l'équipe de France, paru aux éditions Hugo Sport. Merci Manu d'avoir répondu à toutes mes questions de manière franche et précise, parce que cela le valait bien, non ? D'accord, ok. Allez, on va laisser les lecteurs lire ce livre et ils comprendront la chute de cette interview. À bientôt Manu. Salut.